RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules sur RMC, sur numéro 23. Jacques Maillot, Pascal Perry, Joël Dago-Séry sont avec nous et donc avec vous, bien sûr, pour discuter notamment de la Guyane. RMC, la grande gueule du jour. Il faut se préparer puisque les choses forcément risquent de se durcir et donc on prend nos dispositions pour pouvoir y pallier. C'était très urgent parce que, à ce qui paraît, ils vont fermer toutes les stations, les chemins sont fermés, donc le transport c'est très important pour bouger, il faut avoir le gazole à manger. Donc ça devait arriver puisque il y a des alertes qui ne passent pas. Depuis un moment, la Guyane est en alerte et il fallait qu'il y ait un fil conducteur. Et aujourd'hui, voici le résultat d'un grand malaise dans l'insécurité, dans la santé et aussi dans l'énergie. Un grand malaise donc en Guyane, situation tendue. On a une délégation de hauts fonctionnaires interministériels qui est arrivée sur place et la ministre, elle, n'y était pas du coup ce matin. Elle était sur le plateau de BFM TV, Erika Barès, et on lui posait la question, est-ce qu'elle craint d'aller en Guyane ? Bien sûr que je peux aller, sauf qu'il faut les conditions du dialogue, les conditions du dialogue serein, républicain, à visage découvert, sans pression, sans pression sur la population. Oui, ça ne vous choque pas, vous ? Je vous pose la question. Moi, ça me choque, et ça choque les Français, parce que nous acceptons de discuter à visage découvert avec tout le monde. Moi, je n'ai peur de rien, sauf que pour discuter, il faut être deux, il faut se regarder. Et lorsqu'elle parle de visage découvert, elle s'adresse et elle interpelle notamment ce comité qui s'est créé, le comité des 500 frères. Oui, rappelons que le port de la cagoule sur la voie publique est interdit. Il faut avoir le visage découvert. C'est amusant quand même d'entendre la ministre des Outre-mer dire qu'elle ne peut pas y aller parce qu'il y a des problèmes. Donc à quoi sert une ministre ? C'est d'aller dans les endroits où il n'y a aucun problème. Donc il y a un truc un peu paradoxal. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les candidats à l'élection présidentielle disent un peu des bêtises en ce moment. On va dire que la palme, c'est Emmanuel Macron qui doit la recevoir parce qu'il a qualifié quand même le département d'île. Il pensait que la Guyane c'était une île. C'est un peu embêtant pour quelqu'un qui aspire à être président de la République. Benoît Hamon lui disait il y a une semaine que le bilan de François Hollande était formidable dans les Outre-mer. Et quant à Marine Le Pen, elle voudrait moins payer les fonctionnaires sur place parce qu'il y a une prime les fonctionnaires en Guyane. Et donc elle trouve ça insupportable. Or quand on entend les revendications des Guyanais, on a l'impression que c'est quand même pas tout à fait ça ce qu'ils veulent. Ils veulent plus de sécurité. C'est le département où il y a le plus grand nombre de meurtres en France. Il y a donc ce collectif les 500 frères contre la délinquance. Mais la Guyane visiblement souffre également d'un niveau d'éducation insuffisant, d'une formation plus faible qu'en métropole et d'un niveau de chômage beaucoup plus élevé. Un chiffre, 22% de la population active est au chômage. 50% chez les jeunes. 9,5 en métropole. Que faire pour la Guyane ? La Guyane, est-ce que c'est un territoire perdu de la République ? Avant d'en parler, les GG, on va donner la parole à Jean-Yves. Jean-Yves qui a spontanément appelé le 32-16, qui est de Guyane et qui fait partie de ce collectif, les 500 frères. Bonjour Jean-Yves. Bonjour les auditeurs, bonjour mesdames, messieurs. Bonjour, bienvenue Jean-Yves. Alors que se passe-t-il en Guyane ? Alors avant tout, petite histoire quand même, petit point géographique pour ceux qui connaissent pas. La Guyane est située au nord-est de l'Amérique du Sud, entre le Brésil et le Suriname. Et ce n'est pas une île comme peuvent le penser beaucoup, notamment Monsieur Macron et bien d'autres. D'accord ? Quel est le problème alors ? Alors ensuite, donc le problème en Guyane, donc depuis la départementalisation de la Guyane, donc 1946, dite entre guillemets colonie, tous les départements confondus, aussi bien la Guyane que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, puisque là pour le moment on parle de la Guyane, mais ça ne concerne pas que la Guyane, ça concerne tous les DOM. On est toujours considéré comme étant une colonie. Tout simplement parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu les avancées qu'il devrait y avoir. Il n'y a pas eu des avancées d'infrastructures qui devraient avoir. Nous sommes sur un pied d'inégalité. Il me semble que le symbole de la République, c'est égalité, fraternité, liberté. Malgré l'installation du centre spatial de Kourou. Alors, le centre spatial de Kourou, on sait très bien pourquoi il était basé, qu'elle était placée en Guyane. La Guyane, est donc, au point de vue structure géographique, est un environnement plutôt plat, qui est pas sismique, donc qui était bien placé pour recevoir. D'autant plus que, point de vue de la métropole, ça permettait d'avoir un emplacement. Voilà, et ça permettait surtout à la France métropolitaine d'avoir un point au niveau de l'Amérique du Sud. Donc, pour revenir à la base spatiale, quand même, petite parenthèse, la superficie de la base spatiale représente quand même 8 fois Paris et sa région. Et c'est le plus grand département français, la Guyane. Alors,
Donc, sinon, pour revenir ensuite, puisque je vais essayer de développer rapidement, parce qu'il y a d'autres personnes derrière moi. Oui. Lorsque j'entends la ministre de l'Outre-mer qui dit qu'elle viendra éventuellement en cagoulé, je lui rappelle que nous sommes tous décagoulés. Toutes les personnes nous connaissent. La cagoule, c'était fait exprès pour que ça puisse marquer, pour que ça puisse frapper. Et apparemment, ça marchait, puisque ça frappait. Donc, c'était pour que les personnes, les interlocuteurs qu'on avait en face, puissent ressentir lorsque... Mais si la ministre vient, si elle rencontre le collectif, ça sera sans cagoule quand même. Alors, si elle rencontre le collectif, ce sera sans cagoule. Notre cagoule sera sur nos têtes, redressée. Ce sera sans cagoule. La cagoule, elle sera là, mais elle sera redressée. Elle verra nos visages, elle verra nos yeux, elle verra nos lèvres, elle verra notre nez. Elle pourra même faire des photos, tout ce qu'elle veut. J'ai remarqué, Jean-Yves, que le collectif 500 frères, il est écrit 500 frères contre la délinquance, et c'est écrit en bleu, blanc, rouge. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un attachement fort à la République. Ce que vous voulez simplement, c'est toujours être partie prenante de la République. Il n'y a aucune revendication autonomiste, indépendantiste ou autre derrière, Jean-Yves. Non, il n'y a aucune réclamation d'indépendantiste, etc. C'est pourquoi on a bien mis les couleurs de la France, métropolitaine, qui sont nos couleurs, voilà. Parce qu'on y tient, parce qu'on croit en ses valeurs, on croit aux droits de l'homme qui est prodigue, mais choses qui ne sont pas faites. D'accord. Alors petit rappel quand même. Mais la France, Jean-Yves, attendez, pardon. Excusez-moi. J'aime bien quand même lorsque par exemple j'entends Monsieur Barouin ancien ministre des Outre-mer, qui veut rattraper en disant que oui, qui nous comprend, il oublie quand même qu'il a été ministre des Outre-mer et qu'il n'a rien fait aussi pareil. Donc je dis bien tout gouvernement confondu, droite, gauche, centre, est, du nord, du sud, Joël de voudrait l'est, vous de parler. Je voudrais vous poser une question concernant le ministre de l'Outre-mer. Combien de fois en une mandature, 5 ans ou 7 ans avant, vous le voyez se déplacer sur le territoire? Parce que pour moi, c'est incohérent qu'un ministre de l'Outre-mer soit à Paris. Il est à 9000 km de la Guyane. Combien de fois vous le voyez? Combien de fois il se déplace? Celle actuellement, je suis même pas sûr qu'on l'ait vu, je crois pas. Mais enfin, elle est là depuis peu de temps, faut rappeler que c'est pas le ministre. Est-ce qu'il y a un lien entre le territoire et le ministre qui vous représente? Comment? Est-ce qu'il y a un lien entre les territoires, pour vous la Guyane, et le ministre qui vous représente? Moi, j'ai pas l'impression. Non, pas du tout. Pas du tout. Quel que soit le ministre qui nous représente, pas du tout. D'autant plus à chaque fois qu'ils viennent, on a plus l'impression que c'est un voyage politique qu'autre chose. Je voudrais juste il se trouve que j'ai vécu moi un petit peu plus d'1 an en Guyane et que je m'intéresse vraiment à l'économie des DOM. Je pense que la départementalisation était utile, mais qu'elle ne fonctionne plus aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont des économies de comptoir. Attendez, je termine, Jean-Yves. Je vais jusqu'au bout. Des économies de comptoir qui ne vivent que de transferts d'argent public ou d'emplois publics. Moi, je propose une idée simple. Sur 2 générations, un plan de transition vers l'autonomie économique et politique de ces territoires. Pardon de vous le dire aussi clairement, mais je pense que les départements d'outre-mer qui sont à 6000 ou à 11 000 kilomètres de la métropole peuvent conserver un lien, maintenir d'ailleurs les valeurs de la République telles que vous les évoquiez, liberté, égalité, fraternité. Mais l'avenir de ces territoires, c'est de s'insérer dans leur environnement, et pour ça, il faut aller vers, je dis le mot clairement, l'indépendance économique puis politique. Là, je vous rejoins. Alors, pourquoi je vous dis que cette indépendance économique n'a jamais été faite? Est-ce que votre collectif demande l'indépendance? Il y a quelques années, là maintenant c'est chose qui a été rétablie. Pourquoi il y a quelques années les produits locaux qui étaient donc produits en Guyane se revendaient plus cher que les produits qui arrivaient de métropole. Tout simplement parce que la grosse aberration de la métropole, il fallait que nos produits qui étaient produits en Guyane passaient par Rungis pour revenir en Guyane. C'est pas mal ça encore, hein. Oui, ça c'est aberrant. Mais il y a ça, et puis il y a un deuxième élément qui est la question des coûts de production. On a construit par exemple une usine de yaourt à Makouria de mémoire. Je sais que d'ailleurs que les éleveurs, ceux qui produisent du lait, ont fait des efforts en Guyane pour augmenter la production, mais malgré tout ça reste un micro-marché. Et en économie, on est sur la question des rendements croissants. Et quand on n'a pas une capacité industrielle importante, on n'arrive pas à maîtriser le coût unitaire de production. Ce qui fait que même ce qui est produit sur place
place est produit à des coûts de production qui sont supérieurs à l'industrie. Merci Jean-Yves d'avoir été avec nous. Bonne journée du côté de la Guyane, parce que Jean-Yves nous appelait directement de Guyane et il est membre du collectif Les 500 Frères. Joël, Jacques, Pascal. Alors Joël, sur ce qui se passe en Guyane. Oui, enfin moi, je disais tout à l'heure que ces déplacements de candidats ou même de ministres qui viennent 2 heures sur un territoire qui a des milliers de kilomètres, et quand je les vois danser, j'ai juste envie de leur taper sur la tête parce qu'ils repartent et que les 50% des jeunes sont au chômage parce qu'on parle de la banlieue tout le temps et que les territoires perdus, pour moi, ils sont là, ils sont là-bas, ils sont perdus déjà géographiquement parce qu'ils sont tellement loin de l'Hexagone. On parle plus de la banlieue que de ces territoires, c'est sûr. Exactement, et ils sont perdus parce que il faut bien savoir qu'à partir d'un certain moment, quand ils font des études, ils sont obligés de venir en France. Je comprends pas pourquoi. Sauf aux Antilles maintenant et à la Réunion. Il y en a encore beaucoup des Antilles. Moi, j'ai la belle famille qui est aux Antilles et qui revient, qui vient à partir après le bac, qui est obligé de venir en France. Et à partir du moment où tu viens en France et où tu découvres l'Europe et machin, tu ne repars pas sur ton territoire. Joël, en 2008 et 2009, vous vous rappelez quand même qu'il y a un mouvement, le LKP, l'Idomota, contre la profitation, etc. À l'époque, on est quelques-uns à travailler, d'ailleurs c'était à l'époque sous l'autorité de François Fillon, on fait les états généraux de l'outre-mer. Moi j'ai travaillé dans ces commissions, on a fait des propositions avec des confrères historiens, économistes, géographes, pour aller vers un développement endogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de la seringue de l'argent public. L'argent public dans ces territoires, c'est un peu comme la morphine. Alors qu'est-ce qu'on quand ça va pas, quand ça va pas, quand on a moins d'argent public, on met quoi à la place? Eh bien, sur deux générations, on met de l'argent pour transformer l'économie de ces territoires qui ont des qualités. Alors, Guyane, c'est une des plus grandes, c'est la plus grande forêt de France, je crois, la Guyane. Ça s'appelle l'Amazonie. Voilà. On a le centre spatial guyanais. On a 1700 emplois. On a aujourd'hui une petite activité de caractère touristique, mais aux Antilles, il y a d'autres qualités. À la Réunion, il y a 1 million d'habitants aujourd'hui. Ça commence à être. Ils sont sur Guyane. Pourquoi la Guyane? C'est un plan d'ensemble, Olivier. Par rapport à la proposition de Pascal, moi je suis d'accord si c'est l'indépendance. Je suis pas d'accord qu'on s'arrête à l'autonomie. Parce que je vais prendre l'exemple de la Polynésie française que je connais très bien. Ils veulent pas de l'indépendance finalement, on est toujours au bord. C'est ce que disait Floss. Faut toujours être autonome au maximum, puis quand on est en difficulté, on demande un chèque à aller au Paris. C'est l'autonomie, mais financée par les autres. Et j'espère aussi qu'en Nouvelle-Calédonie, il va y avoir le référendum d'autodétermination et que ça va être tranché. Mais la Polynésie aussi, elle est française. Ah oui, mais elle a un régime. Mais qu'est-ce qui se passe là? Elle a un régime d'autonomie interne, mais elle n'est pas indépendante. C'est comme si on n'avait pas envie de rendre ces régions-là indépendantes, même économiquement, sans parler d'indépendance politique, mais même économiquement, on a envie de les tenir. Je sais pas pourquoi. Est-ce que l'économie est autant tournée vers la métropole, alors que sur leur propre territoire, ils sont entourés par d'autres pays. Mais tu l'as dit, Dominique, tout à l'heure. Parce que c'était des colonies. C'est ça. Il y a un système néocolonialiste qui est encore en place, et on ne veut pas. Pour moi, c'est un manque de volonté. Alors, il faut savoir pourquoi, quel est notre intérêt de faire ça, mais on ne veut pas rendre ces régions-là indépendantes. Il faudra dire aussi quelque chose aux Antilles-Guyanais. C'est que demain, s'ils sont indépendants, il faudra se comparer à leurs voisins. Il faudra plus se comparer au modèle social français. C'est-à-dire, quand Chirac fait en 1995 l'égalité sociale parfaite, c'est-à-dire qu'il ajuste le prix du SMIC et le coût du travail dans ces territoires sur celui de la métropole. En réalité, c'est mortel. C'est le coup de grâce pour ces territoires parce que on a à côté le Suriname, le Brésil, la République dominicaine dans les Antilles où les coûts de production sont évidemment pas les mêmes. Ce qui fait que, y compris les productions locales, ne trouvent jamais leur marché. Donc, il faudra peut-être faire des efforts et dire aux gens qui vivent là-bas, vous ne pourrez plus avoir le SMIC français. 3216 RMC.fr continue de parler de la Guyane avec nous. Il y a des données importantes à préciser encore sur ce qui se passe là-bas en Guyane. À tout de suite dans les grandes gueules. RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, les grandes gueules, Joël Dagosseri, Pascal Perry, Jacques Maillot, la Guyane. On a fait des Guyanais, les grandes gueules du jour, ce qui nous du coup pousse à mieux comprendre ce qui se passe là-bas du côté de la Guyane. Je regardais parmi les revendications de la part de la population guyanaise, ils demandent un plan d'assainissement du centre hospitalier de Guyane. Ah oui.
Faut pas se faire soigner là-bas. Faut pas se faire soigner là-bas. Depuis 2004. C'est-à-dire que tu attrapes des maladies quand tu vas. Maladie nosocomiale, il y a un taux d'infection et de maladie nosocomiale qui est parmi les plus élevés de France. C'est effrayant. Autre chose, par exemple, c'est l'État qui est propriétaire de toutes les terres. Du foncier. Du foncier en Guyane. 90% des terres. Donc les agriculteurs disent, est-ce qu'on pourrait pas non plus, c'est un peu l'Union soviétique, renégocier quand même de manière à ce qu'on puisse exploiter il faut nous-mêmes. Transférer le foncier. C'est un élément essentiel. On ne changera pas ces sociétés si on ne transfère pas la propriété du foncier. J'ai une bonne nouvelle pour tous nos amis guyanais. Bernard Cazeneuve va prendre la parole sur la situation à midi. Je vais l'annoncer tout de suite à Édouard, qui est guyanais. Il vit en métropole. Bonjour Édouard. Bonjour. Et Édouard est architecte et toute une partie de sa famille vit toujours en Guyane. Édouard, Bernard Cazeneuve va s'exprimer sur la Guyane, mon cher Édouard. Génial. Voilà. Que se passe-t-il alors chez vous en Guyane ? Bon, alors moi je vous explique globalement. Déjà, je travaille sur la métropole depuis le lycée parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit précédemment, au niveau études, c'est pas facile. Donc effectivement, il a fallu que je revienne, sinon j'aurais pas fait grand-chose de ma vie. Bon, enfin, moi j'ai eu la chance. Donc ma famille vit sur l'ensemble du territoire, vit sur la Guyane, plus précisément sur Cayenne. Voilà. Donc je voudrais juste parler d'une situation et expliquer un peu aux métropolitains qui vivent sur la métropole. Donc la situation, la Guyane, c'est pas la métropole. On est un espèce de Monaco. C'est un peu le Monaco de l'Amérique du Sud. J'explique. Autour, évidemment, c'est le Guyana, le Suriname, le Brésil, des territoires qui sont relativement pauvres au regard de ce qui se fait en Europe. Et donc, il y a un appel d'air qui est incroyable. Monsieur Sarkozy, sans faire de politique, que ça soit à gauche, à droite, on s'en fout, avait des solutions. On va rendre la frontière imperméable, etc. Ça, c'est de la flûte. Ça, c'est de la flûte enchantée. Ah ouais. Vous voulez savoir, moi qui vais en Guyane 2 fois par an et qui aime le fleuve, etc., la gendarmerie aujourd'hui, pour protéger le territoire guyanais des gens qui pourraient rentrer, c'est de mettre une chaîne sur le fleuve. Non mais vous prenez Saint-Laurent du Maroni, Édouard. Dès que le soleil est tombé, et là sur l'équateur, ça tombe tous les jours à la même heure. C'est 18h30. C'est l'autoroute des pirogues. Et je crois aujourd'hui que à la maternité de Saint-Laurent du Maroni, c'est plus souvent des femmes, des mamans surinamaises qui accouchent que des Françaises. Tout à fait. Alors, juste parce que ma famille est justement dans le milieu médical, donc je peux en parler un tout petit peu. Effectivement, je suis pas là pour dire que ces pauvres gens n'ont pas le droit de venir, etc. Mais juste d'encadrer un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, effectivement, les femmes enceintes qui sont sur le côté guyanais, surinamais, ou qui sont de l'autre côté, ça veut dire du côté brésilien, à Regina, elles sont, passez-moi l'expression, mais sur le point d'accoucher, elles serrent les fesses. Ouais, elles prennent la pirogue et dès qu'elles arrivent sur le territoire guyanais, accouchent. Ce qui est, je le comprends. Je comprends tout à fait. Donc vous êtes en train de dire que c'est l'Eldorado, en fait, dans un coin du monde où il y a beaucoup de pauvreté. L'argent quand même public, l'argent de l'État. Et dites-moi, Édouard, l'insécurité est un vrai problème là-bas alors? Parce que c'est 46 meurtres l'année dernière. C'est le premier problème. Il y a plus de meurtres qu'à Marseille. Il y a plus de meurtres qu'à Marseille. Il y a plus de meurtres qu'en Guadeloupe. Parce qu'on parle beaucoup de Marseille, et on a raison. Mais on parle jamais la Guyane en termes de délinquance. Non. Je vous explique quelque chose. Moi, ma mère, donc, elle est là-bas depuis une 30aine d'années. En 30 ans, elle est sur le milieu médical. Elle était l'une des rares à vouloir bien se déplacer dans les bidonvilles. Parce que je rappelle pour les métropolitains, c'est qu'en Guyane, on n'est pas en métropole. Il y a encore une énorme partie de la population guyanaise qui vit dans des bidonvilles. On est en haut. Elle s'est déjà fait braquer 3 fois avec un flingue sur la tempe. Et je ne raconte pas ça c'est la vérité, c'est tout. La problématique, c'est que les gens, ça fait déjà, moi, depuis que je connais la Guyane, ça fait 25 ans qu'ils se plaignent de ça, et il n'y a rien. Moi, je peux vous dire, l'année dernière, j'ai perdu 2 amis de 32 ans, qui avaient une 30aine d'années, qui se sont fait l'un poignardé au cœur, et l'autre pris un coup de fusil au distributeur de la Poste. Les deux sont morts. Hein. Mais pourquoi il y a autant d'armes? Parce que les frontières sont poreuses. Ouais, non, après, il faut être honnête que le Guyanais est armé. Pourquoi? Parce que il y a la forêt. C'est un peuple qui aime la chasse.
On faut pas voir le. Je veux dire, c'est impossible de voir quelqu'un sur un scooter avec un fusil de chasse à Paris. Oh, Dieu merci. Sur la Guyane, c'est normal. Quoi qu'à Paris, à Paris, Edouard, on trouve pas de caïman noir dans les fossés, on trouve pas d'anaconda non plus, qu'on trouve quand même régulièrement à Cayenne ou juste autour de Cayenne. Oui, et il a parfaitement raison, Edouard. Donc on est armé pour se défendre des bêtes. Il y a des endroits le soir à Cayenne, autour du marché, dans un quartier qui s'appelle la Crique, où on est à peu près sûr à 90% de se faire tuer si on y passe sans aucune forme de protection. Merci à Edouard. Et il y a 250 000 habitants officiellement en Guyane. Je sais pas combien il y a de clandestins, mais à mon avis entre 50 et 100 000 qui travaillent au black, qui sont armés, qui sont menaçants. C'est le western. C'est-à-dire qu'on ne s'imagine pas. C'est intéressant de savoir quel est le nombre de policiers ou de gendarmes présents pour. Mais c'est très insuffisant dans tous les cas. Et il faut bien voir que quand on parle ici des banlieues, du cannabis, de cette économie parallèle, on est quand même sur des trafics de drogue. On est dans des régions où il y a du trafic de drogue. Ils sont pas loin du Brésil. Si c'est pour la Martinique ou la Guadeloupe, on n'est pas loin de la République dominicaine. Enfin, on est quand même dans une zone où il n'y a pas de travail et en plus où il y a de l'argent à se faire avec du gros trafic de drogue, pas du cannabis, voilà. Donc il y a des armes à feu, il y a tout ce qui va avec le trafic de drogue. Donc c'est normal qu'ils soient dans une insécurité totale. Ah, Edouard, merci. Je vous envoie un t-shirt DGG. Merci d'avoir apporté votre témoignage.